Bienvenue à toutes et à tous pour cette table ronde sur les potentialités, défis de l'intelligence artificielle pour les administrations publiques. Il y a beaucoup d'organisations publiques des différents paliers de gouvernement qui se sont inscrites à cette table ronde. La liste est très variée, donc ça montre qu'il y a un intérêt dans de nombreuses organisations publiques. Cette table ronde, elle est co-organisée avec la fonction politique publique de l'Obvia, que je co-dirige avec Daniel Weinstock. Et l'objectif de la fonction politique publique, c'est de faire un lien entre les chercheurs et les praticiens décideurs au sein des organisations publiques. Et cette table ronde est également organisée en collaboration avec la chaire de recherche sur l'administration publique à l'ère numérique, dont je suis le titulaire. Cette chaire de recherche, elle est propulsée par l'Académie de la transformation numérique en partenariat avec le secrétariat du Conseil du Trésor, et la chaire qu'organise cette table ronde en réunissant ce midi des professionnels de recherche qui travaillent et des étudiantes qui ont été lauréates de bourses offertes par la chaire pour souligner l'excellence de leur dossier académique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais en mon nom, mais aussi au nom de tous les chercheurs qui participent à cette table ronde, remercier les organisations qui nous ouvrent leurs portes pour qu'on puisse y faire de la recherche. On a pu mener des travaux dans plusieurs organisations publiques au cours des derniers mois. Cette ouverture, cet accès à l'information, aux données, c'est utile au développement des connaissances, mais c'est aussi utile pour pouvoir partager les expériences, les comptes rendus dans d'autres organisations. C'est le but de cette table ronde, d'être un lieu d'échange, d'expériences entre différentes organisations. La manière dont va se dérouler cette table ronde, c'est qu'on va commencer avec une présentation introductive de Justin Lawaré sur les potentialités de l'intelligence artificielle dans les administrations publiques. Et ensuite, on va avoir des réflexions croisées des panélistes sur les principaux défis, obstacles à surmonter pour implanter des solutions d'intelligence artificielle dans les administrations publiques. On va parler des questions d'acceptabilité, d'adhésion des employés et des usagers. Et enfin, dans un troisième temps, on va s'intéresser aux principaux enjeux éthiques de l'implantation de l'intelligence artificielle dans le secteur public. L'objectif, c'est de permettre des échanges entre les panélistes, mais surtout avec vous qui êtes avec nous pour cette table ronde. Alors, par rapport à Zoom Webinaire, vos caméras et micros sont automatiquement désactivés. Vous pouvez poser vos questions par écrit avec le question-réponse qui figure en bas de votre écran ou dans la conversation. Et si vous utilisez l'option question-réponse, si vous ne souhaitez pas vous identifier, vous pouvez poser une question en choisissant l'option des questions anonymes. Les panélistes qui vont intervenir ce matin sont Amal Benjrab, Justine Dima et Claudiane Quentin, qui sont des étudiantes au doctorat qui ont obtenu ces bourses de recherche de la part de la chaire d'administration publique. Et j'ai mentionné son nom, mais j'aurais dû le retirer de la liste. Malheureusement, Justine participait à un autre séminaire en même temps en Europe. Il y a du retard dans son travail. Donc, elle ne sera sans doute pas en mesure de nous rejoindre. Mais néanmoins, je voulais féliciter les trois étudiantes pour l'obtention des bourses de recherche. Participeront également à nos échanges Justin Lawaré et Saïma Swissi, qui sont professionnels de recherche à l'Université Laval. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet avec la présentation de Justin, puisque les exemples d'implantation de l'IA se multiplient dans le secteur privé. L'intelligence artificielle, l'automatisation, les technologies numériques sont présentées comme des possibilités de créer de nouveaux modèles d'affaires, d'améliorer la productivité, l'efficacité des entreprises. Par contre, les exemples dans le secteur public sont plus rares. Je dirais qu'il manque un peu un effet wow quand on regarde l'intelligence artificielle dans le secteur public. Donc, Justin, peux-tu nous parler du potentiel qu'offre l'IA dans le secteur public? Avec plaisir. Merci Steve pour cette présentation. Je vais partager ici à l'écran donc juste une petite présentation PowerPoint pour vous permettre à tous de
de me suivre. Donc, effectivement, ce que je vais vous présenter ici constitue un peu les résultats d'une recherche que j'ai menée avec Steve, donc sur les impacts et les effets de l'intelligence artificielle, mais sur le fonctionnement des services publics, qui est quelque chose, lorsqu'on regarde la littérature, qui semble plus limitée ou en tout cas plus exceptionnelle que dans le secteur privé. Et de par ce faible nombre de cas, il peut s'expliquer aussi de par les spécificités du secteur public. On ne va pas rentrer dans ce sujet-là, mais actuellement, au niveau de nos connaissances, il est important de souligner qu'elles sont relativement limitées. Donc, on connaît encore assez peu les conséquences organisationnelles de l'intelligence artificielle au sein du secteur public. Et déjà, des auteurs se sont penchés sur cette question-là. Puis, ce qui émerge comme besoin, c'est un besoin de synthèse. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait des études sur des cas d'utilisation de l'intelligence artificielle dans le secteur public, ça peut être publié tantôt dans des revues d'ingénierie, dans des revues de sciences informatiques, de sciences sociales, de santé. Et donc, c'est un peu éclaté et on a besoin de regrouper tout ça, de synthétiser tout ça pour se dire, en fait, voilà les effets et les impacts que l'on peut observer avec l'intelligence artificielle. Et une fois que l'on sera davantage en mesure de connaître ces effets et ces impacts, ce sera aussi plus facile pour nous, sur le plan managérial, sur le plan de la gestion publique, d'identifier les limites qui découlent de l'intelligence artificielle. Donc, sur base un peu de ce constat qu'on pouvait voir dans la littérature, Steve et moi, on s'est dit, OK, on va répertorier et synthétiser les effets de l'intelligence artificielle sur le fonctionnement des organisations publiques. Et donc, pour ce faire, nous avons utilisé classiquement une revue de portée. La revue de portée donc, nous permet justement d'aller chercher les données, on va dire, un peu manquantes, et de voir où on doit encore travailler et quels sont les sujets qui sont en train d'émerger sur la thématique donc, de l'intelligence artificielle et du secteur public. Alors, on va directement passer aux résultats. Lorsqu'on regarde un peu l'échantillon de revues et de publications que l'on avait, donc on avait au total, on a répertorié 27 cas d'intelligence artificielle, 27 publications sur près de 14 000 scannés, donc on a fait un fameux tri. Les grandes tendances, sans grande surprise, 70% des publications datent d'après 2015. Et effectivement, comme on l'avait déjà constaté dans la littérature, vous voyez que ces 27 publications, elles sont réparties entre 23 revues différentes. Et c'est quasiment pour plus de 40% en sciences informatiques que sont publiées ces publications. Mais on retrouve également donc 18,5% dans le domaine des sciences sociales. Donc, des revues relativement éclatées et des domaines d'études aussi éclatés, puisque sur les 27, on a répertorié 13 domaines différents pour une bonne partie donc en soins de santé, en santé publique, et par la suite, on avait le transport public et les villes intelligentes. Également, quelque chose donc on est toujours un peu dans le portrait qu'on voyait des autres études qui étaient déjà publiées, c'est que les États-Unis restent la localisation des cas la plus répandue. Et au niveau des organisations publiques qui sont étudiées, c'est principalement des agences gouvernementales ou des administrations à l'échelle locale. Et pour les systèmes d'intelligence artificielle, c'est intéressant de remarquer que plus de la moitié des applications qui ont pu être répertoriées sont des systèmes d'analyse prédictive. Donc là aussi, sans doute que dans les effets et les impacts que l'on va vous présenter, le fait d'avoir cette importance des systèmes d'analyse prédictive sera à prendre en compte. Donc, sans plus tarder, quels sont les effets que l'on peut avoir lorsque l'on implante de l'intelligence artificielle au sein du secteur public? Sans surprise, c'est les questions d'efficacité et d'efficience qui sont mises en évidence. Dans plus de la moitié des publications à chaque fois. Donc, 14 publications font mention d'un gain d'efficacité pour l'intelligence artificielle et 15 en font mention en termes d'efficience. Lorsque l'on parle d'efficacité, de quoi parle-t-on? On parle de la capacité de l'intelligence artificielle à
produire des performances de prédiction, d'identification principalement d'un public cible. Par exemple, des personnes qui ont des risques de dépression accrue, des risques de décrochage scolaire, l'identification de comportements frauduleux ou de chantiers à surveiller. Également des classifications. Donc, les performances de classification sont également traitées comme un indicateur d'efficacité. Pour l'efficience, c'est principalement la capacité d'arriver à un résultat similaire, mais en réduisant la durée de la tâche ou en réduisant le coût monétaire ou en réduisant l'importance d'autres ressources comme la main-d'œuvre, l'expertise ou les données d'entraînement requises. Donc là, c'est vraiment les deux grands effets positifs qui découlent de l'intelligence artificielle, donc l'efficacité et l'efficience. De par ces effets, on a aussi identifié d'autres valeurs ajoutées de l'intelligence artificielle, principalement 4 types de valeurs ajoutées. La première, c'est la capacité d'avoir une flexibilité, d'avoir une adaptabilité de ces processus. Donc, par exemple, avoir la capacité d'offrir un service en continu, notamment avec des assistants virtuels ou des chatbots. C'est la capacité d'améliorer la qualité des dossiers en ayant également là aussi des assistants administratifs ou des assistants virtuels qui guident notamment les demandeurs dans la constitution de leur dossier et au final, cela contribue à améliorer la qualité des dossiers. Également, une autre valeur ajoutée qui a été listée, c'est celle de la satisfaction perçue par les usagers et les employés, notamment due à l'amélioration des conditions de travail. Quand on entend par là, c'est qu'on a le soutien de l'intelligence artificielle qui permet de réaliser certaines tâches répétitives et donc cela dégage du temps pour les agents publics pour travailler sur des tâches dans lesquelles ils se sentent davantage mis en évidence. Leur rôle, on va dire humain, leur aspect humain leur permet de mieux faire les dossiers. Augmentation de la satisfaction des usagers, notamment due à la réduction des délais d'attente lorsque l'on fait des démarches administratives. Troisième point important, la qualité d'un service ou du produit qui est directement amélioré. Là, principalement, lorsque l'on fournit un produit, que ce soit par exemple dans le domaine de la construction publique, la capacité de faire des inspections plus pointues, de repérer plus rapidement des défauts. Donc, ça pourrait être également le cas pour les infrastructures publiques de type route, pont. Donc là, on a un gain systématique de l'intelligence artificielle qui est apporté sur la qualité du produit. Et également, très important, surtout pour le service public et les agents publics, c'est le développement de nouvelles connaissances. Concrètement, lorsque un agent doit prendre une décision sur base d'un dossier, c'est difficile de connaître l'ensemble de la littérature, l'ensemble de la réglementation. Avec les assistants juridiques, on a cette capacité d'apporter une décision en tenant compte de l'ensemble du cadre réglementaire. De même, lorsqu'une décision est prise sur base algorithmique, on a l'organisation de la traçabilité. On sait expliquer pourquoi une décision plutôt qu'une autre a été rendue. Ceci dit, également, on voit que plus de la moitié des publications ont mis en évidence des limites. Alors ici, on a identifié dans l'analyse que l'on a fait 11 limites. Vous voyez à côté le nombre de publications qui font mention de ces limites. Et parmi ces 11 limites, je voudrais revenir sur la qualité des données. Donc, la qualité des données, j'aurai l'occasion d'en discuter sans doute plus tard avec vous, mais c'est un point extrêmement important qui touche à des questions cruciales comme la collecte, la protection et les biais, la discrimination liée aux données. La transférabilité, grande limite actuellement, c'est que les cas qui sont étudiés sont tellement des cas précis, c'est-à-dire par rapport à un programme public comme on traite de l'immigration ou à une zone géographique, on identifie, on cartographie un quartier spécifique en Indonésie, etc. On n'a pas encore cette capacité de généraliser, de transférer les résultats obtenus avec l'utilisation de l'intelligence artificielle à d'autres domaines. Donc là, on a un peu une limite en termes de transférabilité. Et également, autre limite, c'est que oui, on a des gains d'efficacité, notamment en matière donc, de performance prédictive, de performance de classification, mais dans la réalité,
On a également des comportements, notamment de résistance ou de non-adaptation des agents ou des usagers qui en réduisent l'effectivité. Donc, ça, c'était vraiment parmi les limites là, des choses que je voulais mettre, en évidence avec vous. Si aussi, par ailleurs, vous avez des questions concernant d'autres limites, il n'y a aucun problème, on pourra y revenir par la suite. Voilà, Steve, merci. Merci Justin pour cette présentation-là. Ça pose bien les bases pour les discussions, les échanges que l'on va pouvoir avoir. Donc, j'invite tous les participants, participantes à la table ronde à poser vos questions, à faire part de vos commentaires, soit dans l'outil de conversation, soit dans le question-réponse. On veut une table ronde la plus dynamique possible. Euh, Justement, j'ai une question par rapport aux résultats que tu viens de présenter, puisque quand on regarde les possibilités de l'intelligence artificielle, il n'y a pas uniquement, tu as mis en évidence le fait que c'était principalement une utilisation pour des analyses prédictives. Ce qui n'est pas nécessairement l'élément le plus courant, en tout cas dans ce que nous, on a pu actuellement observer, documenter au niveau des organisations publiques québécoises. Est-ce que tu as quelques informations sur la nature de l'utilisation prédictive qui en est faite, sur les caractéristiques des organisations qui utilisent davantage ces outils prédictifs? Alors, au niveau des outils prédictifs, ce que l'on a pour le moment, c'est utilisé notamment par le ministère de la Justice, donc que ce soit au Brésil ou aux États-Unis notamment, qui est destiné à prédire les comportements frauduleux, donc notamment à détecter les comportements frauduleux en matière de marché public, par exemple. Également à déterminer des chantiers publics qui doivent être l'objet d'inspection, notamment donc dans le secteur de la construction, quels sont les chantiers que l'on doit cibler davantage pour réaliser des inspections. Donc, c'est encore où on a par contre l'autre pendant qui est utilisé notamment dans le domaine de la santé, où on essaye d'identifier à l'avance des personnes, par exemple, des femmes qui présenteraient des risques de grossesse. On a également des cas où on a l'identification de la réussite des étudiants, donc dans le domaine de l'éducation. Donc, on a quand même toute une série d'applications qui ont été utilisées en matière de prédiction. Je dirais le socle commun de cela, c'est être capable d'identifier un public cible. Donc, se dire, voilà, nous, on cherche un public à risque en termes de santé, en termes de décrochage scolaire. Donc, c'est en ça que répond la prédiction ici. Merci Justin. Il y a une question de Monsieur Williams dans la conversation qui se demande si, dans les limites que tu as pu documenter, est-ce qu'il y avait des limites éthiques? On va dans le dernier volet de la table ronde parler abondamment des enjeux éthiques, mais moi, je reformulerai un petit peu la question de Monsieur Williams parce que les articles que tu as utilisés, c'est vraiment des articles où on a pu documenter des implantations effectives de l'intelligence artificielle. Puis, est-ce que spontanément, dans les articles que tu as analysés, on retrouve ce volet éthique parce que tu as mis en évidence un certain nombre d'enjeux, dont la qualité des données, dont la transférabilité, mais est-ce que clairement les auteurs des articles ont documenté cette question des limites éthiques? Oui, ça a été documenté, moins que ce à quoi on pouvait s'attendre. Ça a été documenté notamment dans le secteur donc, des maisons de soins. Le fait d'automatiser certaines procédures avait tendance à susciter de la résistance et à contribuer à avoir une non-acceptation sociale. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui voyaient qu'on avait un service qui était davantage automatisé, puis on n'avait plus de contact directement humain avec les équipes. Donc ça, je dirais, en matière d'acceptabilité sociale, ça a été mis aussi en évidence l'importance, donc on en reparlera, mais des biais de la qualité des données. Donc là, on arrivait à certaines études où on voyait qu'on avait tendance à privilégier ou à discriminer un public plutôt qu'un autre. Et également, question qui est revenue, c'est la question de la transparence et de la responsabilité. Donc la transparence ici, c'était de se dire, bon, comment explique-t-on la décision et comment aussi peut-on avoir de l'information? Si je suis un usager puis que je reçois
un avis négatif quant à une demande, par exemple, de permis de construction, comment je fais pour avoir la justification puis savoir ce que je dois éventuellement modifier dans mon dossier. Donc, la question de la transparence également, question de la protection des données. Donc là, oui, c'est des choses qui sont revenues, mais en général, parmi les 27 publications que l'on avait, c'était 2, 3 publications maximum qui en faisaient mention. Donc là aussi, c'est à préciser dans les études que l'on a, c'est davantage des évaluations qui pour une partie étaient des évaluations un peu prospectives, donc ce qu'on pourrait appeler la mise à l'essai là, proof of concept. Donc voilà un peu pour donner davantage d'informations aux participants. C'est bon, merci. Merci Justin. Je vois qu'on a une question de Samuel Defac. Bonjour Samuel, qui donc, nous suit depuis la Belgique. On va revenir sur la question du développement maison ou par le secteur privé un petit peu plus tard. Donc, je vois qu'il y a des questions qui commencent à émerger et puis qui recoupent un peu les points qu'on va avoir l'occasion d'aborder. Je voudrais avancer un petit peu sur la question des défis, puis on aura l'occasion de répondre à la question de Samuel Defac dans cette réflexion sur les défis, puisque l'introduction de l'intelligence artificielle pour les organisations publiques, ça soulève de nombreux défis. Il y a plusieurs publications qui ont recensé un certain nombre de défis qu'on peut regrouper en 6 catégories assez génériques. Le premier défi, c'est les défis technologiques, donc tout ce qui concerne la conception, l'utilisation de l'IA dans l'administration, avec tout ce qui concerne les difficultés liées à la mise au point et à l'amélioration des solutions d'intelligence artificielle. Il y a le défi des données dont Justin nous a parlé relatif à la collecte, à la préparation, au stockage des données nécessaires à l'intelligence artificielle. Dans le secteur public, il y a des défis légaux qui sont non négligeables relatifs à la gouvernance, à la réglementation, aux droits des citoyens, y compris en ce qui concerne l'encadrement, l'utilisation sécuritaire responsable de l'IA. On retrouve une quatrième catégorie de défis avec des défis éthiques relatifs à la protection des droits humains, de l'équité, de la dignité humaine. La 5e catégorie de défis, vous voyez, la liste est longue, heureusement j'arrive à la fin des 6 défis que je veux vous présenter. La 5e catégorie, ce sont les défis sociétaux, donc des défis relatifs à l'acceptation des dispositifs d'IA ainsi qu'aux transformations sociétales et politiques qui sont produites par l'intelligence artificielle. Et enfin, parce qu'il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle, les solutions que l'on développe s'insèrent dans des organisations publiques, donc concrètement affectent des individus, des employés, des unités administratives, et ça soulève des défis managériaux relatifs à la transformation des pratiques de travail au sein de l'administration publique, avec les difficultés qui peuvent être liées à la coexistence de l'intelligence humaine et des systèmes d'IA pour organiser le travail. Donc, dans ce bloc de discussion que nous allons avoir maintenant avec les panélistes, on va approfondir ces défis. Puis pour commencer, Claudiane, comment est-ce que les organisations publiques peuvent-elles entreprendre des projets d'introduction de l'intelligence artificielle? Quels sont, selon toi, les principaux défis, obstacles à surmonter? Donc, il faut savoir que dans les 20 dernières années, si on regarde, la technologie a quand même beaucoup évolué. Si on prend par exemple juste l'apparition des smartphones, des tablettes, Internet qui est accessible partout. Donc, nous, en tant que personne, on a dû s'adapter, mais les gouvernements aussi. Donc, Internet, ça a apporté beaucoup de changements. Puis les gouvernements ont dû être mis face à ça. La technologie est quand même positive pour les gouvernements dans le sens que, un peu comme Justin l'a dit tantôt, ça peut nous aider à innover, à revitaliser les services publics, à améliorer l'efficience managériale. Aussi, ça nous permet de baisser les coûts, évidemment, de faire un meilleur développement économique et d'améliorer la transparence. Ces gouvernements-là, justement, qui utilisent la technologie, c'est ce qu'on appelle des gouvernements, donc electronic government. Donc, ils ont quand même des caractéristiques communes. Les gouvernements, ils ont une structure un peu plus hiérarchique, donc ils ont moins tendance à être flexibles. Ça va être beaucoup centralisé sur un individu au niveau des décisions. Donc ça va permettre, dans le fond, les gouvernements vont être moins flexibles et capables de s'adapter facilement à ces changements-là. Donc ça peut être un des obstacles. Il faut savoir, par contre, que dans les pays en développement, les gouvernements qui vont avoir tendance à être justement des e-government vont permettre d'améliorer justement les technologies dans leur pays. Donc ça, c'est quand même un point positif. Par contre, il faut savoir qu'il y a seulement 60 à 80, il y a quand même
seulement 20% des projets qui sont réussis. Donc, quand même, un taux d'échec de 60 à 80%, c'est énorme pour des projets technologiques. Souvent, c'est les résultats escomptés qui ne sont pas atteints. Il y a un très bas taux d'utilisation par les utilisateurs. Souvent, ce n'est pas adopté par les utilisateurs. La qualité n'est pas vraiment là dans le produit ou le service qui a été rendu, ou les objectifs ont été tout simplement partiellement réussis. Donc, c'est quand même beaucoup de facteurs qu'il faut prendre en compte lorsqu'on fait un projet technologique parce qu'il y a quand même beaucoup de chances que ce qu'on met comme ressources, que ce soit tant de la main-d'œuvre ou budgétaire, ben, c'est toutes des ressources qu'on va allouer à ça et qui malheureusement ben, vont être inutilisées. Donc, c'est quand même important de prendre ça aussi en considération lorsqu'on veut faire un projet électronique. Les gouvernements qui ne réussissent pas souvent, c'est qu'ils laissent un gap entre l'utilisation réelle et vraiment ce qu'il y avait en tête. Donc, on parle que vraiment, ça provient surtout de l'acceptation des utilisateurs au niveau des services électroniques. Donc, ça, c'est le plus bas taux. Sinon aussi, il y a des gouvernements qui ont de la difficulté à s'adapter aux technologies, comme je l'ai mentionné tantôt. Ceux qui ne sont pas capables de le faire vont parfois avoir une difficulté à offrir des services électroniques qui sont adéquats. Parfois même, ils peuvent avoir un retard technologique. C'est sûr que si on prend le gouvernement du Canada par rapport à un gouvernement d'un pays en développement, c'est sûr qu'ils ne vont pas avoir les mêmes ressources ni les mêmes connaissances au niveau de la technologie. Donc, pour être en mesure de fournir un bon service, que ce soit avec l'intelligence artificielle ou un service électronique, bien, les gouvernements doivent être en mesure d'intégrer les technologies, de fournir aussi des technologies à leurs citoyens. Si on part, par exemple, dans un pays où ils n'ont pas vraiment accès à des smartphones ou à Internet via le Wi-Fi ou même les réseaux téléphoniques, à ce moment-là, c'est sûr que ça va être un défi pour les gouvernements d'offrir ce type de service-là. Donc, c'est ça. Merci Claudiane. On va poursuivre. Amal, de ton côté, quand tu regardes un petit peu le développement, l'introduction de l'intelligence artificielle dans le secteur public, quel est selon toi le principal défi que doivent surmonter les organisations? Il faut mettre ton micro, Amal. Je m'excuse. Bon, pour moi, il y en a plusieurs. Donc, je vais commencer par le premier défi de l'IA. Ce sont les enjeux éthiques liés à l'intelligence artificielle, surtout à l'adoption de l'IA. Ben, maintenant, les algorithmes IA sont partout, dans les différents objets, les différents gadgets, n'importe, en tout cas. Et ces objets et ces algorithmes, ils collectent nos données, ils partagent nos données, ils analysent nos données sans aucun consentement, sans aucune autorisation, ce qui, bien sûr, impacte la vie privée des citoyens. Je prends un exemple très simple. Les télés, par exemple, intelligentes maintenant, sont dotées par des algorithmes IA. Et ces algorithmes, ils captent, ils partagent ce qu'on regarde comme film et comme série. Et ça pose des enjeux éthiques. À part ça, l'intelligence artificielle, elle a ce qu'on appelle comme une nature perturbatrice. C'est vraiment la seule technologie qui a une nature perturbatrice. Que le rythme de la progression de l'IA, elle est très élevé. Et du coup, on ne peut pas prévoir les réactions des algorithmes IA face à une nouvelle situation ou bien l'évolution des algorithmes IA. Donc, cette nature en fait perturbatrice de l'IA pose aussi plusieurs craintes, disons, par rapport à l'IA. Alors, qui peut nous assurer que ces algorithmes ne seront pas dangereux dans le futur? C'est pour ça qu'il y a plusieurs célèbres maintenant dans le monde qui ont lancé des warnings par rapport à l'IA. Plusieurs qui disent que l'IA va prendre le même chemin que les êtres humains jusqu'à devenir plus consciente et capable d'exécuter les mêmes tâches, voire que mieux que les êtres humains. Et il y a une possibilité que ces algorithmes dépassent l'intelligence humaine. Et ça pose aussi un autre challenge qu'on va bientôt parler de ça dans les prochaines années. C'est ce qu'on appelle la singularité. En fait, c'est une étape où les algorithmes IA peuvent dépasser l'intelligence humaine. Donc, c'est vrai qu'on est un petit peu loin de ça, mais ça aussi, c'est comme un enjeu éthique derrière l'IA. Ce concept a été proposé depuis les années 50. L'idée, c'était de trouver une alternative pour remplacer, disons, la rationalité humaine limitée, par une rationalité parfaite, à travers les algorithmes IA. Il y a maintenant des gens dans le Silicon Valley, dans les GAFA, qui travaillent pour produire vraiment des algorithmes qui sont capables de dépasser l'intelligence humaine. Donc, une fois qu'on est arrivé vraiment à ce stade-là, ça va générer énormément d'enjeux éthiques qui influencent même la race humaine.
Donc, il y a même donc maintenant des statistiques qui disent que d'ici 2050, on peut avoir donc cette phase donc, de singularité, 50% donc de probabilité de 50%. Il y a des statistiques qui disent qu'il y a une probabilité de 90% donc d'avoir cette phase d'ici 2075. C'est vrai qu'on est un petit peu loin de ça, mais juste pour dire il y a aussi, donc, il y a vraiment donc, des enjeux derrière donc, la progression et la puissance donc, des algorithmes IA. Parce qu'en en fait, il n'y a rien vraiment qui empêche les algorithmes IA à dépasser l'intelligence humaine. Donc, surtout maintenant, ils fonctionnent de la même façon que le cerveau humain. Donc, surtout avec le deep learning et les réseaux de neurones, ils fonctionnent de la même façon donc, que comme vraiment le cerveau humain. Ils ont une grande capacité de calcul. Des algorithmes ne stressent pas. Des algorithmes, donc, ils ont une grande capacité. Donc, il n'y a rien qui empêche vraiment les algorithmes IA à dépasser donc, l'intelligence humaine. Et une fois que ces algorithmes ils vont dépasser l'intelligence humaine, ça pose vraiment des graves conséquences. À part donc ça, il y en a aussi d'autres challenges, d'autres défis donc liés à l'adoption de l'IA, comme par exemple, surtout liés aux employés ou bien donc les citoyens, les individus en fait. C'est ce qu'on appelle the fear and non-trust on IA. Donc, comment faire confiance à une technologie assez puissante, assez intelligente comme l'intelligence artificielle. Donc, donc la peur, donc la non-confiance donc, envers l'IA, ça aussi un autre défi qui empêche donc plus ou moins l'adoption donc, de cette technologie dans n'importe dans les différents secteurs publics. Il y a aussi donc le problème de chômage lié à l'IA parce qu'il y a plusieurs pensent que l'IA va causer donc des problèmes de chômage. Oui, c'est vrai, donc l'IA maintenant, donc les algorithmes IA maintenant remplacent et fait les mêmes tâches que les êtres humains. Les robots sont partout, exercent les mêmes tâches que les êtres humains. Donc les assistants virtuels maintenant, ils discutent avec les clients, même ils sont capables donc d'identifier même le niveau de satisfaction des clients mieux que les conseillers, par exemple. Donc c'est ça. Donc donc la peur donc que ces algorithmes vont causer donc des problèmes de chômage, ça aussi un défi. Il y a d'autres aussi défis liés à les organisations liées aux différents secteurs, comme par exemple avoir l'infrastructure technologique nécessaire, parce que pour adopter donc l'IA, il faut vraiment avoir l'infrastructure technologique nécessaire pour supporter donc la puissance donc de l'IA. Il faut avoir les compétences donc humaines nécessaires pour comprendre et pour avoir maîtrisé cette technologie. Il faut avoir donc aussi les ressources financières nécessaires parce que quand même les investissements en IA sont extrêmement chers quand même. Donc il faut avoir donc vraiment les ressources financières nécessaires. À part ça aussi, il y a des enjeux juridiques. Donc il faut avoir aussi des cadres donc, juridiques qui encadrent le développement et l'adoption de l'IA et l'utilisation de l'IA. Il faut avoir donc des lois qui définissent les responsabilités de l'IA. Donc, ça aussi, c'est très important. On sait que c'est un peu difficile pour les gouvernements de définir des lois parce que le rythme de progression de l'IA est très, très élevé. Du coup, on ne peut pas vraiment prévoir donc, ce qu'elle va faire donc, ces algorithmes. Donc, on ne peut pas vraiment définir les responsabilités. On sait que c'est un peu difficile, mais vraiment, on a besoin donc, des lois et des cadres juridiques qui encadrent, donc, qui définissent les responsabilités de l'IA. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a maintenant donc, des solutions IA qui ne sont pas encore autorisées d'être utilisées, comme par exemple l'intelligence artificielle d'IBM Watson dans le domaine donc, de la médecine n'est pas encore autorisée d'être utilisée parce que si par exemple cette intelligence artificielle a fait comme des fausses décisions ou n'importe, donc c'est la responsabilité de qui alors dans ce cas-là. Donc c'est ça, la question de responsabilité, c'est quand même à revoir. C'est pour ça, donc, là, maintenant, donc, l'adoption de l'IA, donc, c'est une question politique maintenant, avant tout. Quoi d'autre? C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut l'implication donc, du gouvernement pour définir donc, des cadres juridiques, pour définir donc, des lois qui encadrent l'IA. Donc, c'est ça. Donc, l'idée, c'est vrai que cette technologie a donc un très bon potentiel. Il faut profiter donc, des avantages de l'IA, mais quand même, il y a énormément donc, d'enjeux derrière cette technologie. Donc, il faut savoir comment profiter de l'IA tout en gardant, tout en contrôlant donc, les enjeux donc, de cette technologie.
Merci Amal pour ce panorama qui couvre un certain nombre Surtout. d'enjeux sur lesquels on va être amené à revenir, peut-être à approfondir un petit peu. Oui. Je vais poser la même question sur la question des défis à Saïma. Saïma, ensemble, on fait une recherche dans trois organisations publiques. On a pu parler avec des employés des différents secteurs dans les organisations. Donc toi, quand tu regardes les défis en lien avec l'IA du point de vue des employés, qu'est-ce que tu pourrais nous expliquer sur les défis auxquels peuvent se heurter les employés du secteur public? Merci Steve. Ben, justement, moi je vais essayer de mettre en lumière un enjeu en particulier auquel les organisations publiques doivent faire face en implantant l'intelligence artificielle, c'est celui des compétences et de l'expertise dont ils ont besoin pour mener ce genre de projet. Et je vais me référer justement aux résultats de la recherche en cours que nous réalisons avec les trois organisations qui implantent l'intelligence artificielle. C'est des organisations gouvernementales. Et donc, on a pu parler, comme tu viens de le mentionner, avec différents profils de personnes qui occupent des postes très différents au sein de ces trois organisations. Donc, on avait des gestionnaires, des directeurs, des informaticiens, donc des experts en intelligence artificielle, et aussi des employés dont le travail est directement concerné par le déploiement des nouveaux outils. Donc, au sujet des compétences, on a relevé d'abord que les organisations publiques rencontrent certaines difficultés à recruter des experts en intelligence artificielle. Donc, souvent, c'est une expertise très pointue et qui est recherchée. Et de façon générale, ces compétences-là sont très rares et très en demande dans le marché de l'emploi au Québec. En plus, dans le secteur public, toutes les restrictions budgétaires peuvent limiter également les capacités des gouvernements à recruter ces expertises-là. Et ils ne peuvent pas souvent s'aligner aux salaires qui sont offerts au privé, ce qui les amène parfois à être obligés de constituer des équipes très réduites où il y a un seul expert en intelligence artificielle donc qui va porter tout le projet. Sinon, quand l'expertise n'est pas disponible au sein des organisations à l'interne, il est possible aussi de former le personnel aux nouvelles technologies, mais d'après ce qu'on a constaté, ça risque de prendre beaucoup de temps, de retarder les projets, et en plus, pour garantir l'efficacité de ces formations, il faut s'assurer à l'avance d'évaluer donc tout ce qui est attente et besoin de développement professionnel et s'assurer que les employés ont le niveau d'exigence nécessaire donc pour pouvoir suivre ces formations et en tirer profit. Sinon, l'autre défi pour les organisations publiques, dès qu'ils avancent un peu plus dans le développement des projets en intelligence artificielle, c'est de pouvoir retenir les compétences. Il y a beaucoup de roulements dans les équipes d'informaticiens. Donc, les organisations ont vraiment du mal à préserver l'expertise technique qu'ils ont pu donc acquérir et développer au fur et à mesure d'avancer dans les projets en intelligence artificielle. Ce qui en découle d'autres défis, donc par rapport à la gestion de tout ce qui est transfert de connaissances et pour assurer l'entretien et la mise à jour des solutions d'intelligence artificielle implantées. Par rapport à la collaboration avec des ressources externes, il semble que le modèle de gestion contractuelle du service public et le fonctionnement avec appel d'offres ne facilite pas non plus la tâche parce que d'après les entrevues, ça c'est jugé très rigide et incompatible avec la nature des projets d'innovation qui requiert souvent donc de recruter très rapidement une personne en particulier parce qu'elle possède une expertise en particulier. Et puis, dans certains cas aussi, les organisations ont besoin de discuter avec les experts externes avant même de pouvoir rédiger les appels d'offres parce qu'ils doivent d'abord préciser c'est quoi la solution susceptible de répondre à leurs besoins. Donc, souvent, on est dans l'exploration, on ne sait pas exactement quelle solution donc il faut apporter aux problèmes internes. Maintenant, si on regarde de plus près le travail des informaticiens et des concepteurs de solutions en intelligence artificielle, on constate qu'ils ont besoin de compétences particulières, à la fois techniques et transversales, pour réussir leur mission. Comme je l'ai dit en fait tout à l'heure, travailler sur des projets d'innovation, ça revient à faire beaucoup d'exploration, beaucoup de recherche, de l'expérimentation et évoluer souvent avec un processus plus itératif. Donc, pour pouvoir réussir à mener ce genre de projet, les informaticiens, ils doivent disposer de connaissances un peu dans différentes spécialités de l'intelligence artificielle parce qu'on dit
quand ils démarrent le projet, ils ne savent pas nécessairement où ça va les mener. Ils sont à la recherche de solutions. Ils doivent aussi être polyvalents, donc savoir à la fois concevoir, mettre en œuvre et entretenir une solution d'intelligence artificielle, surtout quand l'équipe est très réduite, il faut savoir être multitâche. Ils doivent aussi maintenir leurs compétences à jour parce que les connaissances en intelligence artificielle, ça évolue à une très grande vitesse. Et puis, sinon, par rapport aux compétences transversales, donc ils doivent avoir donc certaines qualités comme la curiosité, l'ouverture d'esprit, la patience et l'esprit de collaboration. L'autre élément important à souligner est que travailler au sein d'une institution publique, ça exige également pour ces professionnels de connaître les règles relatives au secteur public. Tu en as mentionné tout à l'heure quelques-uns, Steve, et d'être rigoureux dans leur application. Ça peut être des règles relatives à la protection des données ou celles qui concernent justement les appels d'offres publics ou l'obtention de subventions ou autres. Et je conclus peut-être avec les compétences requises pour les gestionnaires de projets technologiques. Et là aussi, la multidisciplinarité, c'est vraiment un atout en fait pour qu'ils puissent remplir leurs tâches d'intermédiaire et d'interprète entre les différentes parties prenantes du projet qui ne parlent pas forcément le même langage et qu'on trouve d'un côté les informaticiens avec un langage bien particulier et de l'autre le département des affaires par exemple qui ont donc d'autres préoccupations et tout. Puis le rôle du gestionnaire de projet, c'est vraiment de pouvoir s'assurer que tout le monde se comprend bien, d'où l'importance de la multidisciplinarité. Et voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Merci, Saïma. Puis c'est important dans la présentation que tu viens de faire de voir que les compétences qui sont attendues varient, parce que parfois on parle des compétences nécessaires pour la transformation numérique en général, en pensant que c'est la même chose pour tout le monde dans une organisation, puisque ce que l'on voit quand on regarde vraiment la question du développement de solutions d'intelligence artificielle, c'est que les compétences en fonction de l'implication dans le projet ne va pas être la même pour les responsables informatiques, pour le domaine des affaires, pour les gestionnaires. Donc, il y a des enjeux qui sont importants. Et tu as souligné, il y a une question dans le question-réponse sur la question de la rétention, l'attraction et rétention des talents qui sont nécessaires. Puis quand je vois cette question sur est-ce que le public ne pourrait pas faire plus, faire mieux pour pouvoir attirer, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des collaborations avec les universités, ça fait un pont vers la question que Justin, le défi que Justin voulait davantage illustrer sur le défi de développer des solutions, développer et acheter des solutions innovantes dans le secteur public. Donc, Justin, est-ce que tu peux un peu nous parler de ce défi de l'achat qui est en lien également avec cette question du talent? Donc, comment aller chercher les expertises dans différents domaines, comment traverser un petit peu les frontières du secteur privé, du secteur public et du monde académique? Alors oui, c'est une question qui est vraiment cruciale actuellement. La manière à laquelle on tend à répondre, que ce soit dans l'Union européenne ou même ici au Québec, c'est davantage dans une logique partenariat, donc avec des universités, avec des entreprises et avec le secteur public. Donc c'est vraiment ce partenariat parce que la difficulté, c'est au-delà de l'intelligence artificielle, c'est toute la problématique de l'achat public d'innovation. On a des procédures pour être capable de financer ou d'acheter de la recherche, du développement. Mais admettons que le gouvernement décide, qu'une agence gouvernementale décide d'acheter de la recherche et développement pendant 2-3 ans, donc contribue à financer les travaux de recherche. Il y a un prototype qui est développé qui correspond exactement à ce que l'agence souhaite faire. Elle doit repasser par un marché public classique et donc il se peut très bien qu'une autre technologie corresponde mieux aux critères mis puis soit achetée finalement. Donc la difficulté, c'est à la fois d'être capable d'acheter de la recherche et développement pour s'assurer d'avoir des solutions qui conviennent à l'agence gouvernementale. En même temps, c'est la capacité de faire des achats d'innovation avec une pondération des critères qui est différente et qui reflète exactement la nature du produit que souhaite acheter le secteur public. Parce que ça, c'est une autre chose aussi, c'est
c'est d'être capable d'avoir cette flexibilité dans le processus, alors qu'on est quand même dans un cadre réglementaire, notamment avec la réglementation internationale, avec le cadre de l'OCDE qui contraint quand même les États dans leur capacité d'achat d'innovation et d'achat de l'intelligence artificielle. Donc, il y a aussi cette dimension-là qu'il faut voir. Il y a certains pays aussi, ça c'est une décision plus politique, lorsqu'on souhaite impulser l'achat, c'est qu'il y a toute l'interprétation des textes juridiques. Il y en a qui vont être dans une interprétation relativement large, alors qu'il y en a d'autres qui vont être dans une interprétation relativement stricte. Et donc, de par l'interprétation, ça va donner de la flexibilité ou pas aux administrations publiques pour acheter de l'intelligence artificielle ou de l'innovation. Une autre procédure qui pourrait être intéressante, mais qui nécessite alors toute une adaptation au niveau réglementaire, là au niveau organisationnel même, c'est toutes les procédures négociées d'achat d'innovation. Un autre modèle qui est vraiment utilisé beaucoup en France, c'est ce qu'ils appellent les appels à intérêt. Donc, c'est-à-dire qu'ils fixent un cadre dans lequel ils souhaitent avoir une série de projets en matière d'intelligence artificielle dans le secteur public. On lance un appel à projet, puis si c'est intéressant, on le finance. Mais là encore, on est bloqué à vraiment la passation du marché public une fois que le produit est mis. Donc là, voilà, là, on est vraiment sur des contraintes on peut financer un peu avant de la recherche et développement, tout ce qui est pré-commercialisation. Mais là, après, une fois qu'il s'agit vraiment d'acheter, d'inclure l'intelligence artificielle, c'est plus difficile de l'acheter. Puis un autre point sur lequel je voulais rebondir, on pourra en parler également plus tard, c'est toute la question de la certification, de l'homologation des dispositifs d'intelligence artificielle. On n'est pas là à acheter, je dirais, du matériel de bureautique ou administratif comme des surligneurs ou autres. On est là vraiment à acheter des algorithmes ou des dispositifs de systèmes d'intelligence artificielle qui vont répondre à des questions précises, qui vont avoir un impact sur le service public. Et donc, effectivement, le développement de procédures d'évaluation, d'homologation et de certification doit s'accompagner aussi dans la procédure d'achat public et donc complique aussi potentiellement la procédure d'achat public. Donc là, je dirais que c'est un vaste chantier qui attend les administrations publiques pour les années à venir. C'est vraiment cette acquisition d'intelligence artificielle et cette capacité de l'acheter également. Merci Justin. Je vois qu'il y a eu beaucoup de questions qui ont commencé à émerger dans le questions et réponses. Puis je vais prendre la parole pour un peu combiner les questions de Monsieur Raharo Ali et Monsieur Arruda sur les conditions de succès, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on a cherché à mieux comprendre en regardant ce qui se passait dans 3 organisations publiques, puis pour répondre d'une manière claire à quelles sont les conditions incontournables. Je pense que ce qu'on a pu observer avec Saïma, c'est de dire aux organisations publiques qui voudraient se lancer, commencez petit et acceptez de vous tromper. C'est un peu ce qu'on a pu observer dans les organisations. C'est vraiment un processus qui fonctionne par essai-erreur. Et le choix du projet, ça rejoint la question de M. Arruda, le choix du projet dans lequel on va commencer à développer une solution d'intelligence artificielle, identifier également des projets que je qualifierais comme étant non menaçants pour les employés, dans lesquels il peut y avoir, puis on va en reparler tout à l'heure sur la question de l'acceptabilité, mais de pouvoir avoir des objets qui ne vont pas être trop menaçants pour les employés, pour avoir la collaboration des employés, mais également des objets qui ne soient pas trop sensibles pour les usagers, parce que dans le développement de solutions d'intelligence artificielle dans le secteur public, ça peut affecter la manière dont les employés vont être amenés à travailler, ça on va en reparler un petit peu plus tard, mais également sur les implications, puis Amal en parlait, sur les implications pour les usagers des services publics, parce que l'introduction de l'IA va transformer la relation qu'ont les usagers avec les administrations publiques pour le meilleur, mais aussi éventuellement pour le pire. Donc, il faut être en mesure d'identifier ce qui peut amener de la valeur ajoutée pour les usagers et les citoyens. Et je vous dirais que dans les cas qu'on a pu documenter, on observait que l'accent était mis sur les usagers pour voir comment le développement de la solution IA pouvait améliorer le service qui était offert aux usagers. Il y a une question qui porte également sur la question des logiciels open source. Ce qu'on a pu observer dans
la recherche, c'est que dans certaines organisations, le choix des solutions open source tombe sous le sens. Ce que je veux dire, c'est que en ayant analysé les différentes solutions qui étaient disponibles sur le marché, certaines solutions disponibles, donc qui permettaient d'être implantées rapidement éventuellement ne correspondaient pas, ne répondaient pas aux cadres légaux, réglementaires, notamment en matière de stockage de données, de protection des données. Et donc, dans certains cas, des organisations font le choix de développer des solutions open source maison pour vraiment avoir une meilleure maîtrise du processus. Dans ce cas-là, ça peut parfois complexifier, alourdir le processus, mais ça permet de respecter le cadre légal et réglementaire. J'ai vu également qu'il y avait une question qui portait un petit peu sur les cadres légaux réglementaires. C'était Céline Castet-Renard qui avait posé la question. Là, je me tournerai peut-être un petit peu vers Justin qui est en train d'entreprendre un projet d'analyse des stratégies gouvernementales en matière d'intelligence artificielle. Si tu regardes un peu quel est le contenu des mesures gouvernementales au niveau canadien, qu'est-ce qui ressort un petit peu des priorités canadiennes en la matière? Alors oui, pour information, il faut savoir que le Canada était le premier pays au monde à développer une stratégie gouvernementale dédiée à l'intelligence artificielle en 2017. Et dans cette stratégie, lorsqu'on analyse, on voit qu'il y a beaucoup de mesures liées à la formation dans un premier temps. Donc, par exemple, on va avoir des bourses d'études pour troisième cycle. On va avoir également des ateliers de formation et outre tout ce qui touche à la formation, à la sensibilisation, on va retrouver des instruments de réseautage, de plateformes de réseautage, de collaboration. On va retrouver également des organisations de consultation formelle. Donc, on va chercher des experts, où on essaye d'aller chercher des parties prenantes qui pourraient être intéressées, notamment en organisant des journées de rencontres sur l'avenir de l'intelligence artificielle, par exemple. Donc, on retrouve davantage des choses axées sur la formation, sur l'information, sur le réseautage, voir un peu où on en est. Et ce qui découle de ça dans le concret, alors, c'est des subventions de projets de recherche. Donc là, c'est vraiment je dirais le cœur de cette stratégie canadienne en matière d'intelligence artificielle. Donc, on subventionne la recherche. On essaie de mettre les acteurs de la recherche et l'ensemble des parties prenantes ensemble pour voir quelles sont les implications potentielles, quels sont les débouchés qu'on pourrait avoir avec l'intelligence artificielle. Puis, il y a toute la question de la pénurie de talents auquel on essaie de répondre en sensibilisant les étudiants du secondaire jusqu'au troisième cycle, en donnant davantage de bourses d'études et de doctorat, par exemple. Donc, voilà un peu schématiquement comment on pourrait résumer la quarantaine de mesures qu'on a pu identifier dans la stratégie pan-canadienne en matière d'intelligence artificielle. Merci Justin. Je me tournerai vers Amal, Saïma et Claudiane pour voir si de votre côté, vous voulez ajouter quelque chose sur les conditions incontournables de succès, sur le fait que les organisations publiques répondent à des besoins des usagers, ou est-ce que c'est davantage les organisations publiques qui vont avec leur agenda pour développer des solutions d'intelligence artificielle? Saïma, est-ce que tu veux commencer? Oui, Steve, en fait, si on regarde les différents cas qu'on a étudiés, moi, je dirais que les deux, parfois, il y a vraiment un besoin dans l'organisation pour se tourner vers l'intelligence artificielle, comme par exemple la pénurie de main-d'œuvre ou les coupures budgétaires qui empêchent l'organisation de recruter encore plus d'employés. Donc, on essaie de se tourner vers l'automatisation pour essayer de trouver des solutions à ce problème. Mais dans d'autres situations aussi, on a vu que ça vient souvent d'un leader qui va regarder le potentiel c'est quand l'organisation possède par exemple beaucoup de données, là on va voir est-ce que l'intelligence artificielle, si on exploite ces données-là, ça pourrait donner quelque chose, ça pourrait donner de la valeur ajoutée à l'organisation. Et dans beaucoup de cas, c'est comme ça que les initiatives sont parties pour le développement de l'intelligence artificielle, jusqu'à en arriver à des outils intéressants qui apportent vraiment de l'efficacité à l'organisation. Sinon, pour ce qui est aussi des facteurs de
succès, on a identifié quelques-uns. C'est sûr, la disponibilité du financement au début, le support de la haute direction pour ne pas avoir à montrer l'intérêt de faire de l'intelligence artificielle et à démontrer que ça peut marcher, c'est efficace. Le leadership, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, quelqu'un qui est capable un peu de prendre des risques, d'aller un peu vers l'inconnu, de prendre des décisions, puis de revenir sur ces décisions si c'est nécessaire ou de vivre avec si c'est nécessaire aussi. Sinon, il y a aussi, comme on l'a mentionné, l'expertise de l'équipe et sa bonne connaissance des technologies utilisées. Ça permet d'aller plus rapidement. Et puis, tu l'as mentionné un peu tout à l'heure, c'est d'aller avec des objectifs réalisables. Donc, ne pas viser très, très haut, viser quelque chose qui est faisable, réalisable dans un délai raisonnable. Et puis, l'autre chose aussi, c'est de pouvoir aller tester rapidement les outils qu'on développe. Ne pas attendre que ça soit parfait, puis après se rendre compte que finalement, c'est pas adapté, ça marche pas comme on le souhaitait. Donc, c'était ça la stratégie de certaines organisations, d'aller tester assez rapidement pour pouvoir s'ajuster très, très vite. Donc, ça donne un petit peu une idée sur les éléments de succès, mais ça reste aussi, ça dépend du contexte de l'organisation, du type de technologie, et puis c'est vraiment dépendant de chaque organisation. Merci, merci Saïma. Effectivement, c'est utile d'avoir ces exemples concrets pour comprendre comment des organisations ont vraiment pu passer à travers ce processus de développement, d'implantation de solutions d'intelligence artificielle. Puis j'ajouterais, puis on va passer au bloc sur la question de l'acceptabilité par les usagers et les employés de l'intelligence artificielle, mais j'ajouterais sur les conditions de succès le fait que on l'a vu dans plusieurs projets qui avaient vraiment des interactions très fortes entre le développement. Donc, parfois, c'était le secteur des TI qui arrivait avec une idée et qui trouvait un client à l'intérieur de l'organisation pour pouvoir utiliser l'idée, le projet et voir comment cette solution permettait d'améliorer les processus, d'améliorer les services qui étaient offerts aux usagers. Néanmoins, on le voit, là, il y a des conditions de succès qui semblent se dégager, mais on sait aussi que les transformations organisationnelles, c'est un exercice qui est difficile. La littérature en administration publique regorge d'exemples de transformation numérique, de développement de projets informatiques qui n'ont pas fonctionné. Il y a plusieurs obstacles auxquels se heurtent les organisations publiques, dont la question de la résistance au changement et les initiatives d'implantation de l'IA. Ça nécessite le soutien de tout le monde, le succès des capacités qu'ont les organisations publiques à gérer ce changement. Et donc, à ce sujet-là, Claudiane, est-ce que tu pourrais nous parler de la question de l'acceptabilité des solutions, des services numériques par les usagers et les citoyens? Puis ensuite, Saïma complétera avec la question de l'acceptabilité par les employés. Donc, on va commencer avec la perspective des usagers et des citoyens, puis ensuite, on regardera la perspective des employés. Claudiane, on t'écoute. En fait, j'aimerais juste faire un petit peu revenir avec ce que Simon nous a dit un peu, la dernière question aussi. Je trouve que quelque chose qui peut être positif au niveau du développement de l'intelligence artificielle, même si on ne voit pas nécessairement, parfois des crises aussi, ça peut venir faire en sorte que le gouvernement doit répondre rapidement. Récemment, j'ai étudié justement dans la crise du COVID que dans certains pays, les gouvernements n'ont pas eu le choix de mettre l'intelligence artificielle afin de diagnostiquer les gens pour savoir s'il y avait le COVID et regarder aussi des imageries médicales. Donc, c'est quand même des utilisations qui ont été poussées positivement par certaines crises. Sinon, au niveau de l'acceptation des citoyens, seulement dans les pays en développement, il y a seulement 15% dans le fond, le taux d'acceptation est vraiment juste de 15%, ce qui est très, très peu. Il faut savoir que les citoyens, dans les services électroniques, du moins, c'est les usagers finaux, donc c'est eux qui vont vraiment l'utiliser. Il y a quand même beaucoup de résistance au niveau des citoyens. Dans le fond, l'acceptation, c'est vraiment le plus gros critère de réussite d'un projet parce que clairement, s'il n'est pas adopté, il ne va pas être utilisé et on va avoir mis toutes ces ressources-là pour rien. Donc, je pense que comme Simone l'a dit tantôt, c'est quand même intéressant pour les gouvernements de ne pas justement donner un produit final, mais de vraiment faire participer les citoyens au fur et à mesure que le projet il est monté, que c'est fait, parce que clairement, ils ne vont pas avoir un feedback immédiat et pouvoir s'ajuster par la suite plutôt que de donner le produit final et qu'il ne soit pas utilisé. Donc, c'est sûr qu'il y a il y a quand même un échec qui est fait au niveau de rencontrer les attentes et les besoins des citoyens. Donc, ça, c'est
une explication de pourquoi c'est pas nécessairement accepté. Et donc, je pense que c'est important pour les gouvernements de comprendre vraiment les besoins réels des utilisateurs et non de dire « Ah, ben je pense qu'ils ont besoin de ça », mais vraiment les consulter sur vraiment directement aller consulter directement les citoyens, tout simplement. Donc, moi, j'avais fait une recherche au niveau des services électroniques du gouvernement à savoir c'est quoi les facteurs qui peuvent faire en sorte qu'ils vont être plus ou moins acceptés. Et je pense que ça peut quand même s'appliquer au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, le premier, c'est les facteurs internes du citoyen. Donc, chaque individu est différent. Il a ses propres compétences, il a son expérience avec la technologie, il a ses habitudes, ses préférences, son autonomie. Donc, clairement que quelqu'un qui va avoir l'habitude d'utiliser Internet va avoir beaucoup plus de facilité d'utiliser un service électronique. Ensuite, on a les facteurs démographiques. Donc, on a l'âge, le genre, le statut marital, l'emploi. Si on prend par exemple quelqu'un qui est un peu plus âgé, qui n'a pas grandi avec la technologie, qui ne connaît pas vraiment ça, bien c'est sûr que pour lui, ça va être un frein d'utiliser ce type de service-là ou tout simplement même quelque chose qui touche à l'intelligence artificielle parce qu'il ne voudra pas nécessairement apprendre et connaître c'est quoi. Donc ça aussi, ça va être un frein. Ensuite, on a l'évaluation des risques et de la sécurité. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est nouveau. Il faut savoir qu'avec les dernières crises, on prend par exemple ce qui s'est passé avec Desjardins, tout le vol d'identité, les risques pour les usagers, mais ça aussi, les gens ils vont avoir tendance à avoir un frein par rapport à l'utilisation des services en ligne parce qu'ils vont être de plus en plus conscients de l'importance des informations personnelles. Ensuite, on va avoir aussi la satisfaction des utilisateurs. Donc, est-ce que la personne qui utilise le service, elle est satisfaite? Est-ce qu'elle va avoir l'intention aussi de continuer à l'utiliser parce qu'un utilisateur peut essayer un service une fois et se dire « Ah, ben finalement, je préférais peut-être aller en personne, donc le service va être vraiment inutilisé à ce moment-là. » Ensuite, on a la praticabilité. Donc, est-ce que le service il est accessible? Est-ce que c'est facile de le trouver, de l'utiliser? Est-ce qu'il est compatible? Donc, est-ce que je peux l'utiliser sur mon ordinateur, ma tablette, mon téléphone? Est-ce qu'il me demande un effort à être utilisé? Donc, il faut savoir que l'utilisateur final, il ne cherche pas à se compliquer les choses. Lui, il veut vraiment quelque chose, une solution facile, parce que sinon, il va avoir tendance à revenir facilement à ses anciennes habitudes. Donc, ça, c'est quand même important de le considérer. Est-ce que l'information qui est disponible par le service ou sur le site Internet, elle est de qualité? Donc, c'est sûr que si l'information est difficile à trouver et qu'elle n'est pas exacte et juste, l'utilisateur ne voudra pas l'utiliser non plus. Et finalement, il faut que l'utilisateur voit un bénéfice potentiel. C'est sûr que si lui, il utilisait, par exemple, le service des passeports en personne et qu'il voit que c'est beaucoup plus rapide que le service en ligne, à ce moment-là, il ne voudra pas adopter le service en ligne, même si c'est le plus beau site Internet qui utilise la meilleure des technologies. L'utilisateur va vouloir rester vraiment dans ses anciennes habitudes. Donc, chaque individu, c'est sûr qu'il est différent. On ne peut pas faire la solution parfaite pour tout, mais je pense que les gouvernements pourraient faciliter les choses s'ils allaient vraiment consulter les utilisateurs directement. C'est ça. Merci Claudiane. On va enchaîner avec Saïma pour avoir la perspective du point de vue des employés. Donc, à nouveau, dans la recherche que tu mènes, qu'on mène ensemble, quels sont un peu les facteurs qui peuvent faire en sorte que les employés vont accepter de se projeter de participer à un projet d'IA? Puis peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quelles sont un peu les premières réactions des employés dans les 3 organisations quand on leur annonce que de l'IA va être développée? Oui, ben justement, au début, dans toutes les organisations, presque, ben, l'annonce de la mise en œuvre ou de la mise en place d'un nouvel outil d'intelligence artificielle va provoquer une certaine résistance et un mélange de sentiments de peur, de méfiance, d'incompréhension, parfois de curiosité aussi. Et si on essaie d'expliquer donc les causes de ce mélange de sentiments-là, ben, d'abord, la peur, ça s'explique par la crainte d'être remplacé par la machine. C'est le premier réflexe des employés de se dire on va perdre nos emplois, on va nous remplacer par des machines. Sinon, la deuxième chose, c'est le manque de confiance quant à l'efficacité de la technologie. Donc, les employés vont douter du succès de l'outil. Est-ce qu'il va être capable de reproduire la qualité du travail humain? Est-ce qu'il va continuer à respecter les règles qui régissent leur métier? Est-ce qu'il va commettre des erreurs? Donc, il y a de vraies inquiétudes quant à la qualité du service qui sera offert aux citoyens et aux conséquences que cela peut avoir sur la réputation de l'organisation. Sinon, le troisième facteur de résistance, c'est aussi le changement dans les routines de travail que provoque donc l'arrivée du nouvel outil.
parce que donc l'adaptation à la nouvelle technologie, en fait, est plus difficile quand elle affecte de plus près les routines de travail. Et puis, le paradoxe qu'on a constaté est que quand c'est un outil qui fait de l'automatisation complète et qui théoriquement risque de menacer leur emploi parce qu'il fait exactement la même tâche qu'il faisait, il va finir par être accepté plus rapidement parce que finalement, l'employé va continuer à faire son travail comme d'habitude, indépendamment de l'outil. Donc, on l'a vu dans l'une des organisations où donc l'outil a été introduit, puis il prenait en charge une partie du travail. Et puis, finalement, il a été considéré comme un nouveau collègue qui s'est ajouté à l'équipe. Donc, il fait son travail, sa part du travail, puis pour eux, ils continuent à exercer leur travail comme d'habitude. La seule différence, c'est que ça va alléger un petit peu leur travail et ça va leur permettre de se concentrer peut-être plus sur les dossiers plus difficiles qui nécessitent plus de réflexion. Sinon, l'acceptation est difficile aussi quand l'outil n'est pas tout à fait mis au point, qui n'est pas très adapté à leur routine de travail, quand il y a une déception par rapport aux attentes qu'ils avaient vis-à-vis de l'outil. Et là, l'outil peut devenir encombrant pour l'employé. S'il risque de diminuer sa productivité, il va devenir une source de stress et d'anxiété. Et là, l'acceptation est très difficile. Donc, ça prend du temps pour que l'employé soit familiarisé avec l'outil pour pouvoir s'adapter et apprendre à lui faire confiance. Pour ce qui est maintenant des stratégies pour favoriser l'acceptation, fait qu'on a relevé plusieurs à travers l'étude. D'abord, commencer tôt la gestion du changement. Donc, essayer d'avoir l'appui des personnes qui sont concernées par le changement des processus dès le début du projet. Il faut que les employés soient au courant de ce qui se prépare donc dans l'organisation. Dans l'une des organisations, on a vu qu'ils ont impliqué dans l'équipe de projet d'intelligence artificielle des représentants du département de communication pour relayer l'information auprès du reste des employés et aussi des représentants du département des ressources humaines pour commencer à réfléchir donc aux implications futures que l'outil pourrait avoir en matière de ressources humaines. Sinon, communiquer, c'est vraiment le partage de l'information, ça semble être une des clés de succès pour favoriser le sentiment de confiance et faciliter l'acceptation. Il faut que la communication soit transparente, rassurante. Il faut rassurer les employés par rapport à leurs emplois au premier niveau, leur expliquer à quoi s'attendre à court et à moyen terme. Il ne faut pas hésiter à discuter des peurs et des craintes des uns et des autres, ne pas laisser un sentiment de doute ou la peur de l'inconnu prendre de la place. Expliquer les objectifs pour lesquels l'outil est amené, comme pour l'organisation dont je parlais tout à l'heure, pallier le manque de personnel. Donc, il suffit de leur dire, rassurez-vous, on ne va pas éliminer des postes, mais on a juste besoin de plus de bras pour faire le travail. Ou dans d'autres cas, si c'est pour faciliter le travail, si c'est pour gagner en termes de temps. Donc, il faut vraiment expliquer les raisons de l'implantation de l'outil. C'est important d'expliquer aussi c'est quoi la valeur ajoutée à laquelle il faut s'attendre versus l'effort qu'il doit fournir avant que ça devienne efficace. Et là, on l'a vu dans une autre organisation où on arrive avec un projet pilote. Les employés s'attendaient à ce que l'outil soit assez avancé pour qu'ils puissent travailler avec, mais il s'est avéré que finalement, l'outil, il n'a pas beaucoup de fonctionnalités et qu'on est là justement pour le tester et l'améliorer en même temps, l'adapter au service et qu'il y avait une grande déception, un découragement de la part des employés donc, qui n'arrivaient pas au début à voir les avantages qu'ils pourraient tirer du projet. Et ça a pris quand même un petit peu de temps avant que l'outil s'améliore puis qu'il puisse commencer à en tirer des avantages. L'autre élément, c'est d'essayer d'impliquer les futurs utilisateurs dans le développement des solutions parce que les outils doivent être adaptés aux besoins et aux méthodes de travail des futurs utilisateurs. Il faudrait mettre à profit leur expérience et leur connaissance de leur métier pour développer l'outil. L'autre avantage, c'est qu'en les impliquant, on leur permet de développer un sentiment de confiance envers la technologie. Ils vont voir comment elle se développe, comment elle évolue et comment elle devient de plus en plus efficace. Ensuite, il y aura peut-être moins de résistance de la part des autres collègues une fois donc l'outil implanté.
Donc, quand ils vont savoir que ça a été fait par des collègues du même service, ben là, ils vont être plus rassurés. Et puis, ces personnes-là qui étaient impliquées pourront ensuite faire le pont entre donc l'équipe du projet puis le reste des employés pour présenter le projet, pour l'expliquer et pour faciliter son implantation et l'adaptation de leurs collègues. Ensuite, peut-être le dernier élément, c'est la bonne gestion de la phase d'implantation, ce qui se traduit par plusieurs gestes, selon le contexte, évidemment. Soutenir et accompagner les agents, ça c'est très important. Donc, les agents peuvent se sentir isolés ou sous pression. Donc, c'est le rôle des gestionnaires ici d'intervenir pour les rassurer et les soutenir. Également, rendre disponibles là, à l'avance les équipements nécessaires pour le fonctionnement de l'outil, parce que parfois, on peut avoir besoin d'outils informatiques en particulier pour faire fonctionner la nouvelle technologie. Donc, il ne faut pas que ça soit tout amené à la fois, donc beaucoup de changements à la fois. Ça surcharge les employés. Donc, commencer par mettre les outils, puis après ça, ramener la nouvelle technologie. Puis l'autre stratégie qui peut être efficace aussi, qui est utilisée par certaines organisations, c'est faire l'implantation de la solution d'intelligence artificielle par vague d'employés. Alors, ça a plusieurs avantages parce que les employés ont des capacités d'adaptation variables. C'est sûr que la réussite de la première vague est cruciale pour montrer donc, un exemple de succès. Donc, le choix des personnes qui vont faire partie de cette première vague est très important. Il faut commencer avec les employés les plus à l'aise avec la technologie, ceux qui ont une bonne gestion du stress. Et puis, cette approche par vague permet aux gestionnaires de s'assurer que les agents adoptent l'outil et s'y adaptent comme il faut. Donc, pour un gestionnaire, travailler de plus près, accompagner 5 personnes, c'est peut-être mieux que de tout le service en même temps. Et puis, ça permet aussi de tester la capacité de la technologie à assumer plusieurs utilisateurs au même temps. Donc, ça, c'est quelques éléments donc, pour favoriser l'acceptation des outils auprès des employés. Merci Saïma pour ce portrait. Le temps avance, là on a vraiment des échanges qui sont riches ce matin. On va passer au dernier bloc sur les questions d'éthique, mais avant ça, je vais renvoyer la question vers Justin. On avait une question qui nous demandait de revenir sur la question du peu de transférabilité au niveau des limites. Justin, est-ce que tu peux apporter une précision à ce sujet? Puis ensuite, on va parler des enjeux éthiques de l'IA. Oui. Alors, la transférabilité ici, elle est limitée en partie avec le type d'application qu'on utilise. Donc, au niveau du développement de l'intelligence artificielle, ce qui est mis en œuvre dans le secteur public, c'est encore une intelligence artificielle à intelligence relativement faible, en tout cas relativement étroite, c'est-à-dire qu'elle est dédiée à une tâche en particulier. Donc, lorsqu'on combine le fait qu'on a très peu de cas d'utilisation de l'intelligence artificielle dans le secteur public avec cette spécificité, cette limite de chacune des applications qui sont utilisées, on arrive à des applications qui sont tellement précises, tellement dédiées soit à un public, soit à un type d'organisation ou à un type de géographie. Par exemple, en Indonésie, on utilise le système d'intelligence artificielle pour cartographier les bidonvilles, donc les limites des bidonvilles, puis modéliser leur évolution. Ce qui est développé avec les données qui sont développées limite la capacité de directement le transférer, par exemple, à d'autres pays ou à d'autres organisations. Donc, on est vraiment là encore vraiment dans des sortes de prototypes qui sont adaptés pour un cas, mais lorsqu'on voudrait l'utiliser, l'acheter ou l'acquérir dans un autre contexte, ben là, on n'a pas encore les données suffisantes pour savoir si ça va bien marcher ou pas. Et là, notamment, ça rejoint clairement les questions du manque de données ou des spécificités des données collectées. Et ça, pour le moment, en tout cas, c'est ce qui a été mis en évidence dans 3 études. Ben, c'est que, OK, ça semble bien marcher, mais on ne peut pas dire que ça pourrait bien marcher ailleurs. En fait, c'est tout ça qui est sous la limite de transférabilité. Merci Justin.
On passe au dernier bloc, comme je disais, sur les questions d'éthique, puisque ces dernières années, on a vu plusieurs initiatives se développer, telles que AI for Good, qui ont vu le jour, notamment pour créer des technologies intelligentes et éthiques pour un monde meilleur, plus juste. Donc, la question de l'innovation responsable gagne en attractivité. Amal, selon toi, quelles sont les implications de ce virage éthique pour les organisations publiques? Il faut mettre ton micro, Amal. Donc, concernant l'adoption responsable de l'IA, avant tout, c'est quoi en fait une adoption responsable? Donc, c'est une adoption en fait profitable donc de l'IA. D'après mes recherches, donc on a réussi à identifier certaines stratégies pour assurer vraiment une adoption responsable donc de l'IA dans les différents secteurs publics. C'est vrai que ces stratégies se diffèrent donc parfois d'un pays à un autre, mais quand même, ça reste quand même des stratégies à avoir pour une adoption responsable. Donc, d'abord, le premier point qu'on a identifié, c'est vraiment ce qu'on appelle le government commitment. C'est que, comme j'ai dit, donc, il faut l'implication du gouvernement pour définir des normes, pour définir des lois, pour encadrer donc cette technologie. Autre chose, faire des communautés éthiques pour contrôler donc l'éthique, le développement donc du l'IA. On sait maintenant il y a plusieurs donc associations comme OpenAI, ils ont développé, ils ont lancé donc comme des communautés donc éthiques pour contrôler l'IA. Les États-Unis, l'Union européenne aussi, ils ont lancé donc des communautés d'éthique pour contrôler donc l'IA. Il y a aussi ce qu'on appelle la conscience donc des individus. Il faut vraiment améliorer donc les connaissances des individus vis-à-vis donc l'IA. C'est ça. Donc, il faut vraiment parler donc de cette technologie. Il faut améliorer donc le niveau, donc comme j'ai dit, donc de connaissance des individus par rapport à cette technologie. Consiste à quoi cette technologie, les enjeux de l'IA, les avantages de l'IA, les limites de l'IA. Nous, malheureusement, on n'a pas maintenant la bonne compréhension de cette technologie. Il y a Yudkowsky, je pense, c'est l'un donc des grands chercheurs donc, en intelligence artificielle. Il dit que pour maîtriser l'IA, pour prendre l'IA, pour vraiment maîtriser cette technologie, il faut tout simplement comprendre la boîte noire donc, de l'intelligence artificielle. Malheureusement, comme j'ai dit, nous maintenant, on n'a pas vraiment, on ne sait même pas comment cette technologie fonctionne exactement. Donc, il faut vraiment améliorer donc, les connaissances par rapport à cette technologie. Autre chose, ce qu'on appelle the readiness. Il faut donc vraiment se préparer donc, pour l'IA. Je ne sais pas, moi, par exemple, faire donc des communautés donc d'éthique, faire des forums, par exemple, que ce soit, ou bien des espaces donc, de dialogue, que ce soit à l'échelle nationale ou bien internationale pour parler donc, de cette technologie et comment, bien sûr, définir les bonnes pratiques donc, de cette technologie. Faire comme des feuilles de route, par exemple, pour planifier la progression, le développement et l'adoption donc, d'une IA. Améliorer et orienter les réflexions par rapport à cette technologie, donc comment profiter donc, de cette technologie. On peut aussi améliorer donc, les développements et la recherche donc, pour cette technologie, améliorer la collaboration entre le milieu pratique et donc, les universités pour profiter. Donc, l'idée, c'est vraiment de trouver donc, des solutions, de trouver des stratégies pour vraiment pour profiter donc de cette technologie, pour s'emparer, autrement dit, donc de l'IA. C'est ça. Merci Amal. Justin, par rapport aux travaux que tu as menés, là, ce n'est pas uniquement sur ceux que tu as présentés tout à l'heure, mais je sais que tu as aussi fait d'autres travaux sur les questions de l'IA dans le secteur public, puisqu'on a cet atelier qui nous permet d'échanger avec des organisations publiques. Quels seraient, selon toi, les quelques éléments, vraiment les grandes balises à avoir à l'esprit au moment de développer des projets d'intelligence artificielle dans le secteur public? Premièrement, c'est qu'en termes de gestion de projet, l'intelligence artificielle nécessite de la flexibilité et de l'agilité. Ça, c'est la caractéristique d'un projet d'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'on sait où on commence, mais on ne sait absolument pas où on finit. Pour le moment, on a souvent tendance à un peu amplifier les effets qu'on pourrait attendre de l'intelligence artificielle. Puis dans la pratique, on se rend compte que là, on voulait développer, par exemple, un système de traduction juridique complet. Ben, on est limité de par les données ou de par la capacité actuelle, puis on doit se restreindre à davantage un périmètre lié
un type de mot ou un type d'article ou peu importe. Donc, gestion agile flexible. Un autre point qui est extrêmement important, qui est souligné dans l'ensemble de la littérature, puis qui est corroboré dans la pratique, c'est le développement d'équipes multidisciplinaires. Donc, l'intelligence artificielle et sa mise en œuvre dans le secteur public, comme dans l'ensemble d'autres organisations, elle ne requiert pas, elle ne repose pas uniquement sur des informaticiens, sur des ingénieurs. Elle implique également des statisticiens, des sociologues, des juristes, des politologues, pour faire, d'une part, parler les données, c'est-à-dire être certain de bien comprendre ce qu'est la nature des données que l'on va utiliser, les implications également de l'algorithme, les attentes des usagers, etc. Donc, le besoin d'avoir, en plus d'un projet agile, une équipe multidisciplinaire. Ça, c'est quelque chose aussi qui est fondamental. Et un autre aspect dont on n'a pas encore parlé, qui pourrait faire aussi l'objet d'autres recherches, c'est le développement d'espaces d'expérimentation au sein du secteur public. Parce que oui, l'intelligence artificielle, par nature, c'est une innovation, on va dire, radicale à ce stade-ci de la technologie. Mais le secteur public, de par ses missions, de par ses fonctions, il ne peut pas utiliser une innovation de cette ampleur directement sans s'être assuré d'une part de sa faisabilité, de sa sécurité. Et donc, on a toute une série de choses à expérimenter avant de l'utiliser de façon effective. Donc, je dirais que c'est vraiment trois choses pour moi qui apparaissent fondamentales. C'est l'agilité, la multidisciplinarité et le développement d'espaces d'expérimentation où on est conscient que les ressources investies peuvent déboucher, comme le disait Claudiane, sur des échecs. Puis en matière d'intelligence artificielle et de technologie numérique dans le secteur public, le taux d'échec peut être relativement important. Donc, voilà un peu, grosso modo, les éléments que je prendrai en compte pour l'introduction de l'intelligence artificielle dans le secteur public. Merci Justin. Pour poursuivre autour des enjeux éthiques, là, je vais me tourner vers Saïma. Dans les travaux réalisés dans les trois organisations publiques dont tu fais l'analyse du système des solutions d'intelligence artificielle, est-ce que le mot éthique est revenu dans les discussions? Oui, c'est revenu pas mal, surtout par rapport à l'idée de suppression et l'évolution de postes. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a une certaine préoccupation par rapport à cet enjeu-là, même si concrètement, là, il n'y a pas d'impact négatif donc de l'introduction de l'intelligence artificielle sur les employés dans les différentes organisations. Donc, même s'il y a ce sentiment de méfiance au départ, d'être remplacé par les machines, mais cette peur-là s'estompe assez rapidement. Donc, dès qu'on comprend un peu plus donc le fonctionnement de l'outil, on comprend ses objectifs, mais aussi c'est parce que quand on connaît un peu plus l'outil, on apprend à lui faire confiance, on comprend comment il fonctionne, mais aussi on comprend ses limites. Donc, on comprend que finalement, il ne peut pas reproduire exactement la même chose que font les travailleurs. Puis, donc, il y a des compétences humaines qui ne peuvent pas être donc reproduites par la machine, comme le contact humain, comme l'empathie, comme tout l'aspect relationnel et communicationnel. Mais on a vu la préoccupation donc assez présente dans l'esprit des gestionnaires, mais aussi, surtout, on l'a remarqué chez les développeurs de solutions, donc les concepteurs, les informaticiens, qui semblent assez préoccupés par la nature et la finalité des technologies sur lesquelles ils travaillent. Et là, ils nous disent qu'ils sont plus attirés par les projets humains, si je reprends le terme qui nous a été dit, qui ont des répercussions positives sur la société. Donc, certains ont exprimé une certaine gêne que les choses qu'ils développent peuvent avoir des conséquences négatives sur le travail de certains. Donc, puis on nous a parlé de la volonté d'orienter leurs connaissances et leurs compétences vers des projets
projets donc, qui vont servir certaines causes comme pour contrer la violence envers les femmes ou la violence envers les enfants. Donc, ce sentiment d'utilité-là qui s'exprime chez certains développeurs pourrait justement les attirer vers les projets dans le secteur public. Donc, c'est ça. Donc, l'aspect éthique a été plutôt abordé de cet angle-là. Voilà. Merci, merci Saïma pour cette présentation. On arrive déjà au terme de la table ronde qui nous a quand même permis de couvrir un certain nombre d'enjeux et de questions. Pour conclure, je voudrais remercier tous les participantes qui étaient avec nous aujourd'hui pour vos questions. J'espère qu'on a pu répondre au mieux aux interrogations que vous aviez avant la table ronde. Je voudrais particulièrement aussi féliciter Amal et Claudiane pour leur présentation. Avant la table ronde, on a parlé, il y avait un petit peu de stress qui était présent. Ça n'a pas paru du tout pendant la présentation. Donc, merci à tout le monde. Et pour conclure, je veux aussi remercier l'équipe de l'Obvia, Guillaume Macot et Christine Dampierre qui ont permis d'organiser cette table ronde. Et je suis sûr qu'en fonction des discussions qu'on a pu avoir, les échanges vont pouvoir se poursuivre avec d'autres ministères, d'autres organisations en termes de développement de l'IA. Donc, merci à toutes et à tous et bonne continuation. Au revoir.